Bonjour, merci pour votre invitation. Alors mon intervention va être en lien direct avec celle de Nicole Mosconi, je pense, pour poser la question de la mixité sociale et sexuée à l'école et l'expérience qu'en font les enseignants. Il m'a semblé assez intéressant d'aller voir comment cette question avait été problématisée dans un texte officiel récent, le nouveau programme de l'école maternelle mis en application pour la première fois à la rentrée de septembre 2015. Alors, ce nouveau programme a été conçu dans un contexte politique de refondation de l'école qui était axé sur la lutte contre les inégalités produites et reproduites par le système scolaire. En décembre 2013, dans la lettre qu'il adresse au Conseil supérieur du programme, Vincent Peillon note que les écarts de réussite entre élèves originaires de milieux sociaux différents ont plutôt tendance à s'aggraver, alors que les systèmes qui corrigent les inégalités sont souvent aussi les plus performants. Parallèlement, le ministère des Droits des Femmes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, met en œuvre un dispositif de lutte contre les inégalités sexuées à l'école et de questionnement des stéréotypes, les ABCD de l'égalité, aujourd'hui abandonnés. Mais vous voyez qu'on était à ce moment-là, au moment de l'élaboration de ces programmes ou du projet de programme, dans un contexte particulier qui plaçait au premier plan la lutte contre les inégalités scolaires et qui tentait d'une certaine manière d'articuler une relation entre mixité sociale et sexuée et la question des inégalités. Alors, pour être totalement transparent, je précise que j'ai participé à la confection du projet de programme donc je vais discuter ici, même si même si le programme définitif donc en reprend des parties, mais en reprend qu'un quart, donc ça permet un exercice un peu plus facile. Alors cette tentative d'articulation entre la question de la mixité et l'égalité apparaît absolument essentiel si on regarde un peu ce qui se passe du point de vue de l'expérience enseignante, puisque quand on regarde la manière dont ceux-ci envisagent les difficultés dans leur métier, on se rend compte que l'hétérogénéité des acquis scolaires des élèves et celle des milieux socioculturels des élèves majoritairement leur pose problème. Et on sait que l'une et l'autre ont tendance à se superposer. Du côté de la mixité sexuée, on sait qu'elle leur pose, la plupart du temps, en tout cas pour le premier, moins problème, étant donné que les enseignants ont plutôt tendance à l'utiliser pour, à un moment donné, à utiliser cette mixité pour justement stabiliser les rapports sociaux de sexe traditionnels. Donc, il m'est apparu intéressant de regarder ce qu'il en était dans un texte injonctif et programmatique pour les enseignants, avec une comparaison donc entre le texte du projet et le texte définitif, en sachant que je reprends ici une contribution que nous avons conçue, Christine Passerieux et moi, et qui a été publiée la semaine dernière sur le site du GFEM. Alors, premier constat, c'est que dans ce texte, le terme mixité est absent. Le texte est entièrement rédigé au masculin, donc un élève, un enseignant. Il n'est pas question de fille ou de garçon, ni d'enseignante, ce qui pose clairement la question de savoir à qui le programme est adressé, étant donné que dans le premier degré et à l'école maternelle, plus de 95% des enseignants sont des femmes. Néanmoins, on peut considérer sans doute que le programme introduit une rupture importante en précisant tout d'abord que l'école maternelle s'appuie sur un principe fondamental. Tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser, qui est un décalque de la loi de refondation de 2013, et puis que l'école maternelle construit les conditions de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Alors, à mon sens, ces deux formulations sont intéressantes car elles reviennent à tourner d'une certaine manière la page de l'égalité des chances qui constituait jusqu'à ce moment-là donc l'un des piliers de l'école. Et cette égalité des chances, ce principe, laissait supposer qu'il revenait aux enfants de se saisir seuls de ce que l'école leur proposait et libérer de ce fait-là en quelque sorte l'école et l'institution de leur échec éventuel. Alors, ces deux formules
tous capables d'apprendre et de progresser, et l'école maternelle construit les conditions de l'égalité des chances, indique clairement que l'école maternelle, première école, a une mission spécifique dans la réduction des écarts, mission qui nécessite de réfléchir aux conditions requises pour en rendre effective cette capacité de toutes et de tous à apprendre et à réussir. Alors, les conséquences de cette affirmation, il y en a plusieurs. Je vais en repérer quelques-unes. La première porte sur la conception du rôle de l'école maternelle et de l'école en général, donc comme premier espace institutionnel où rencontrer de l'autre que soi et de s'émanciper de ses origines. On sait que le fort décrochage scolaire est en effet le résultat d'un non-accrochage des enfants dès les premières années de scolarité, et l'univers scolaire demeure pour une grande partie des enfants, et en particulier ceux des catégories populaires, un monde étranger, comme en attestent de nombreux travaux. Deuxième incidence sur la fonction de l'école, au-delà des évidences convenues, celle-ci se retrouve définie en particulier dans la manière dont elle accueille les enfants et dans leurs différences. Il s'agit de regarder autrement ce qui était considéré comme relevant de manque des élèves les moins connivants avec l'univers scolaire et de ne plus analyser leur socialisation familiale en termes de déficit. L'objectif est alors d'interroger la manière dont l'école peut véritablement être inclusive et apprendre aux élèves ce qu'elle leur demande et cesser de faire reposer les pratiques de classe sur des implicites qui ne sont décryptables que par certains, justement parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un apprentissage. Et donc ce qui est non négligeable, c'est que ces élèves non connivants avec l'univers scolaire, si on en croit un peu les estimations de Stéphane Bonnery, représentent aujourd'hui plus de la moitié, plus de 50% des élèves qui sont accueillis à l'école. Troisième incidence, donc, sur la représentation de l'élève, il faut désormais déplacer l'idéal type de l'élève de l'école maternelle, en connivence avec l'école, vers celui d'un élève non connivant, qui va aller construire à l'école le sens de l'école, du devenir élève, et comprendre quelle posture y est requise pour apprendre quels sont les attendus. Il s'agit donc bien tout autant d'apprendre à l'école et d'apprendre l'école, comme le disait Elisabeth Bautier dans un ouvrage de 2006. Dernier point que je relève sur ces incidences, c'est sur les contenus et les programmes et les pratiques. Des choix de priorité s'imposent au regard de ce qui fait difficulté pour les enfants les moins connivants avec l'univers scolaire. C'est en rendant lisibles les réquisites scolaires, en dotant les enfants des outils pour comprendre, loin des approches étroitement technicistes qui étaient celles des programmes antérieurs, ceux de 2008, en laissant le temps d'apprendre que l'école peut permettre de construire un rapport efficient à l'école et aux apprentissages. Plusieurs références dans le corps du texte de programme sont autant de pistes pour réduire les écarts, la nécessaire compréhension pour apprendre, l'invitation à engager les jeunes enfants dans la réflexion, des situations problèmes, des réflexivités, le rôle du groupe comme un espace de réflexion, d'échange et de confrontation. Alors, néanmoins, même si dans un sens, le programme prend en compte certains apports de la recherche sur ces questions et certains travaux universitaires sur la question des inégalités et de ce qu'engendre la mixité sexuée et la mixité sociale. Le programme définitif, dans les coupes qui ont été opérées et certaines inflexions qui ont été données, produit un certain nombre d'ambiguïtés et un certain nombre de renoncements qui sont finalement reviennent sur la commande politique initiale. Le premier point, c'est finalement la disparition de la question sociale. La phrase que vous voyez, c'est dès l'école maternelle qu'il importe de s'attaquer aux inégalités de réussite scolaire. L'institution est attentive à ne pas sous-estimer ou surestimer les inégalités socio-économiques, territoriales, culturelles entre filles et garçons pour éviter l'apparition précoce de difficultés scolaires, a tout simplement disparu. Et de fait, on se rend compte que l'ensemble du programme conduit finalement à naturaliser un certain nombre de différences entre enfants et à évacuer leur modalité de construction et de ce fait-là, les modalités de leur déconstruction. Des exemples peuvent paraître anodins.
Sa mission, donc l'école maternelle principale, est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, grandir et s'affirmer comme sujet singulier, devient affirmer et épanouir leur personnalité. Donc on voit bien que cette transposition semble impliquer qu'il s'agirait que cette personnalité serait en quelque sorte un déjà là, présent chez l'enfant depuis toujours, qu'il suffirait de faire émerger, alors que la construction de l'enfant comme sujet implique au contraire une construction longue qui serait, et non pas le fait de faire émerger quelque chose qui serait donné une fois pour toutes. Et effectivement, dans le texte, toutes les mentions de la construction de l'enfant comme sujet, par le langage, par l'éducation physique et sportive, etc., ont tout simplement disparu. Autre point, l'accent mis sur le rythme individuel de l'enfant, alors certes en précisant que cette prise en compte s'inscrit dans la perspective d'un objectif commun, mais comme la nature de ces différences n'est pas analysée, on évacue encore une fois les modalités de leur construction et du coup, on éloigne toujours les enseignants de la réflexion nécessaire pour envisager des réponses pédagogiques efficaces. Une autre phrase a disparu dans le volet de l'évaluation. L'enseignant est attentif à ce que l'enfant peut faire seul, avec d'autres enfants ou avec son soutien, afin que les réussites de chacun participent à la réussite de tous et réciproquement. Alors on pouvait voir dans cette phrase une tentative de transcription des recherches de Marie Durubella qui montrait que dans les groupes où il y avait une hétérogénéité scolaire qui, comme je l'ai dit, peut se superposer bien souvent à une hétérogénéité sociale. Les enfants les plus faibles avaient tendance à mieux progresser dans ces contextes hétérogènes, tandis qu'ils ne progressaient pas dans ces contextes homogènes. Pour ce qui était des enfants les plus performants, quand ils étaient entre eux, naturellement, ils continuaient à progresser très vite, mais ils continuaient aussi à progresser dans des contextes hétérogènes, même si c'était un tout petit peu moins. Voilà. Je laisse tomber le point apprendre ensemble et vivre ensemble ou apprendre ensemble pour vivre ensemble. Oui, d'ailleurs, il y a une erreur dans puisque le programme est passé de apprendre ensemble pour vivre ensemble à apprendre ensemble et vivre ensemble dans l'intitulé d'un de ces chapitres. On pourra en reparler en discussion si on a le temps. Ces effacements, en fait, cet effacement de la question sociale est lisible aussi dans la manière dont on aborde finalement les savoirs qui sont abordés à l'école. Tout d'abord, la question de la place accordée au jeu. C'est-à-dire que ces programmes accordent une place, la première chose qui est évoquée pour la spécificité de l'apprentissage à l'école maternelle, c'est le jeu. Et en parlant du jeu, on peut s'interroger déjà de qu'est-ce qui est de la spécificité des savoirs scolaires, non pas dans un sens de primarisation de l'école, mais dans un sens qu'ils jouent à l'école quelque chose qui ne se joue pas dans le jeu ordinaire, par exemple dans les familles. Et on sait que les enfants ont un rapport différent au jeu selon leurs milieux sociaux, et que si on n'arrive pas à comprendre en classe qu'est-ce qui se joue par l'intermédiaire du jeu et à permettre de rendre effectifs et évidents les apprentissages qui sont visés, on continue à fonctionner sur des implicites en mettant un certain type d'enfants en échec par rapport à ce qui se passe à l'école. Autre point, une approche floue du langage scolaire et des différences langagières. Chacun arrive à l'école maternelle avec des acquis langagiers encore très hésitants. Alors là aussi, la question n'est pas tant une question de développement, mais la question de savoir qu'est-ce qui se joue dans le rapport au langage qui va être construit à l'école, et finalement de mettre en évidence qu'il s'agit pour certains élèves de passer d'un langage qui se situe dans l'immédiateté avec l'action avec un langage qui va justement permettre de penser cette expérience et de la mettre en distance. Et justement, là aussi, on sait que les enfants n'arrivent pas à l'école avec ce même rapport au langage. Disparition de la question de la littérature, qui est mentionnée que dans une ligne, alors qu'elle était mentionnée sur 2 pages dans le programme précédent. Et on sait que par l'intermédiaire de la littérature et du rapport à la littérature, des formes de différenciation se font qui confinent finalement, par un jeu d'implicite scolaire, à produire des inégalités. Reste enfin une place discutable accordée à la phonologie, puisque
Effectivement, les résultats de l'ADEP montrent que les élèves de CP ont de très bons résultats en phonologie quand ils sortent de l'école maternelle, mais s'effondrent en CE2 au moment où finalement ce qui est en jeu n'est plus finalement le décodage, mais un travail sur la compréhension des textes et un véritable travail sur la littérature, travail qui a été insuffisamment préparé avant justement par le travail par les littératures, et donc ceux qui continuent à s'en sortir sont les élèves des milieux sociaux de classe moyenne et favorisés le plus souvent. Concernant l'égalité des sexes, le projet de programme de l'école maternelle avait le souci à un moment donné de vouloir rompre avec cette non-application des directives dans ce domaine en donnant à l'intérieur du programme des pistes d'opérationnalisation qui soient juste pas uniquement un leitmotiv que l'école doit assurer l'égalité des sexes, mais en essayant de montrer comment dans des domaines de savoir il était possible de s'emparer de cette question. Alors là je vous ai donné un exemple lié à la littérature puisque l'on sait que c'est un domaine où les images qui sont proposées aux enfants proposent effectivement manifestement davantage des garçons que des filles et des images très stéréotypées. Autre exemple dans les activités d'éducation physique et sportive où on dit qu'effectivement s'il y a des filles et des garçons, cette différence sexuelle ne doit pas entrer en ligne de compte dans la manière dont on envisage les activités, notamment la question des danses traditionnelles, exemple que je vous propose ici. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je me dépêche. Et voilà ce qu'il reste dans le programme définitif. Donc on en reste toujours à l'école maternelle construit les conditions de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Mais tout le reste a disparu. Il y avait d'autres exemples que ce que je vous ai cités. Et on remet toute cette question dans des documents d'accompagnement qui ne sont pas des documents injonctifs et qui vont véhiculer, eux, des représentations diverses et contradictoires de ce qu'on peut entendre par mixité et égalité des sexes, étant donné que là, par exemple, dans une piste d'outils qui est donnée, des documents qui ont donné lieu justement à une tribune dans Mediapart signée par Odile Fillot, Éric Fassin ou Christine Delphi. Donc on voit qu'on invite uniquement les enfants à des constats. Effectivement, dans la littérature de jeunesse, bien souvent, les hommes et les femmes ont des rôles différenciés, mais on ne les amène absolument pas et on n'aide pas les enseignants à voir comment est-ce qu'ils pourraient les interroger. De la même manière, rituel d'entrée à l'école, bien souvent, effectivement, on a des cartes de couleurs différentes pour les filles et les garçons, mais qu'est-ce que ça implique à un moment donné de demander à l'enfant comme premier geste d'entrée à l'école d'aller mettre sur un panneau « Je suis une fille, je suis un garçon » et de pas se situer dans la même colonne, comme si cela avait une incidence sur les apprentissages ensuite, ce n'est là aussi pas du tout interrogé. Inversement, on a un texte en EPS, alors là encore une fois je ne suis pas neutre parce que j'ai participé à sa conception, mais qui dit clairement que la mixité ne doit jamais être confondue avec l'égalité, que puisque ne pas prêter attention au sexe des élèves n'empêche pas les inégalités d'être opérationnelles, comment y être attentif sans pour autant les renforcer ou réduire les enfants à leur sexe, donc qui essaye à un moment donné de problématiser ces enjeux. Alors, pour conclure, effectivement, si on prend une citation de Choukri Beynayed dans un ouvrage récent qu'il a consacré à la mixité sociale, l'un des facteurs d'échec des politiques éducatives est bien souvent qu'elles ne restent qu'à l'état de discours et qu'elles modifient des notions vagues et peu définies. Alors là, on est naturellement sur un texte de programme et la question est de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, on va penser son opérationnalisation, son application et comment est-ce qu'on va permettre à des enseignants de s'en saisir, en sachant que le texte présente déjà un certain nombre d'insuffisances. Autre chose, c'est que ça pose aussi à question la manière dont l'école, dans sa gestion politique, va générer une réelle mixité sociale à l'intérieur des classes ou une réelle mixité sexuelle à l'intérieur des filières. Ce n'est pas le cas pour la maternelle, mais ce sera le cas à l'intérieur plus tard dans les filières scolaires. Pour le second point, il me semble que ici, la comparaison entre les deux programmes permet de montrer qu'effectivement, il y a des ambivalences dans la manière dont sont pensées les relations entre mixité et égalité. S'agit-il uniquement de prendre acte d'une mixité, de la considérer en quelque sorte comme naturelle, et cette différence des sexes aussi comme naturelle, comme allant de soi, et de prôner à partir d'elle donc l'acceptation et le respect des différences au risque de les figer,
Ou s'agit-il de rompre avec une vision déficitariste des élèves, de s'inscrire dans une perspective critique et d'explorer les marges institutionnelles et pédagogiques qui pourraient faire de la mixité un instrument pour l'égalité, ce qu'elle n'a été que trop peu jusqu'à maintenant. Voilà. Merci Gaël et désolé de vous presser. Marlène Kakuo pour discuter en 10 minutes. Tu peux prendre le micro, Marlène. Oui, vous nous avez montré les différences, enfin, vous avez mis l'accent sur les différences entre deux versions du programme. Alors je poserai une question générale. Pourquoi, selon vous, l'institution et ses responsables ont-ils décidé d'effectuer des changements? Pourquoi ces changements? Qu'est-ce qu'il y a derrière, comme intention, derrière ces changements, finalement? Alors, puisque la première version semblait très satisfaisante, hein, plutôt satisfaisante à vos yeux, et pas la seconde version. Alors, pourquoi ces changements? Oui. Alors, le premier point, c'est est-ce que réellement... Enfin, je pense que mon intention n'est pas de dire que le texte de projet était parfait. Je pense qu'il avait lui aussi de nombreuses insuffisances, qu'il était le résultat d'un consensus et qu'à un moment donné, ça implique de faire aussi des compromis. Et donc, ce texte est ce qu'il est, avec aussi ses insuffisances. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un choix politique réel derrière les inflexions qui ont été données, ou est-ce que les choses ont tout simplement n'ont pas été pensées, en sachant que beaucoup de choses dans la refondation de l'école sont faites dans la précipitation, et qu'il y a des coupes qui ont été faites, et qu'il a peut-être été semblé plus simple de formuler comme ça, avec un texte qui, donc je vous l'ai dit, on est passé de 60 pages à une dizaine de pages, donc qui est devenu un texte minimal, avec une rupture totale avec les choix qui avaient été faits, puisqu'au départ, l'idée du groupe qui a rédigé le programme était de dire si on veut à un moment donné faire de l'école, de l'école un instrument d'égalité et de réduction des écarts, ça ne se joue pas uniquement en énonçant des contenus d'enseignement à transmettre aux élèves, comme le faisaient les programmes auparavant, mais il faut aussi prendre en compte des modalités d'apprentissage et des modalités d'enseignement. Et les programmes essayaient de distinguer tout ça, tout en respectant la liberté pédagogique des enseignants. Le programme définitif a décidé de faire une coupe sur tout ce qui était modalité d'apprentissage, en disant que finalement ça n'avait pas sa place dans un programme et qu'il fallait avoir une vision finalement la plus efficace possible, qui serait déclinée par la suite comme bon l'entendait, comme l'entendaient les enseignants, ou à la rigueur la DGESCO dans les documents d'accompagnement. Et donc je pense que ce choix a été finalement, c'est plus un choix comme par défaut qu'un choix volontaire, même si dans ce processus de réécriture, on n'a pas fait attention à un certain nombre d'éléments qui sont, à mon sens, extrêmement significatifs. Oui, ma deuxième question, justement, c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire. Bon, les enseignants bénéficient tout de même d'une certaine liberté pédagogique. Donc, que se passe-t-il sur le terrain? Là, on va vers vos travaux, justement, qui prennent en compte les pratiques. Autrement dit, certains enseignants mettent-ils en œuvre des méthodes, des démarches qui finalement rejoignent ce qui était dit dans cette première version du programme, qui insistait davantage sur ce que vous avez appelé justement les conditions à réaliser pour que des apprentissages puissent être réellement effectués et une mixité au sens où on l'entendrait positivement. Alors, effectivement, donc j'ai eu l'occasion, moi, de travailler sur les pratiques enseignantes en faveur de l'égalité des sexes et des sexualités à l'école, et effectivement d'aller voir comment est-ce que certaines enseignantes et certains enseignants essayaient en quelque sorte de renverser la vapeur et d'utiliser les recherches qui étaient faites sur la mixité pour, à un moment donné, les utiliser pour produire ou tenter de produire de l'égalité. Alors, effectivement, je pense qu'à un moment donné, dans justement les pistes que j'ai montrées sur la littérature, à un moment donné, il est évident que en classe, on va continuer par exemple à lire une littérature patrimoniale qui véhicule un certain nombre de représentations qui peuvent nous sembler datées des relations entre les sexes et inégalitaires. Néanmoins, cette littérature, il faut continuer à l'enseigner. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir l'enseigner à un moment donné dans une perspective critique par l'intermédiaire de la lecture en réseau, et en proposant aussi aux filles qui sont présentes dans les classes et aussi
ça c'est aussi un enjeu, pointe Stéphane Bonnery, aux garçons de milieu populaire, des images positives auxquelles ils vont pouvoir s'identifier au lieu de se contenter de leur montrer finalement des personnages essentiellement blancs et de classe moyenne, de sexe mâle. Donc ça c'est aussi un enjeu, un véritable enjeu d'apprentissage. Donc c'est des questions qui sont prises en compte par certaines pratiques, avec toujours quand même, il me semble, une ambiguïté de la place qu'on va accorder à cette différence des sexes dans ces pratiques. C'est quelque chose que j'avais relevé justement dans ma thèse, avec l'idée, est-ce que réellement on a envie de s'inscrire dans... Certaines enseignantes s'inscrivent réellement dans une perspective de déconstruction des rapports sociaux de sexe traditionnels, et certaines s'interrogent, notamment quand il s'agit d'évoquer des questions liées à la sexualité, si finalement il n'y a pas des différences entre filles et garçons qui sont indestructibles en quelque sorte, et qu'il faudrait indéfiniment prendre en compte, et qui ferait qu'au bout du compte, cette mixité devrait toujours être pensée à partir de la différence des sexes, comme l'entend Sandrine Marot.